En 1863, un promeneur monté sur un âne qui le mène par les bois à sa guise voit tout à coup son coursier s'arrêter au bord d'un seau de loup tout garni de chardons appétissants. Notre homme, séduit d'abord par la fraîcheur du lieu et par sa solitude, se penche et à travers les grands arbres qui bordent l'autre côté du seau de loup, cherche à voir ce que leur feuillage épais lui dérobe. Ce qu'il devine est charmant. C'est une vieille maison à grand toit d'ardoise et de noble allure. Des chênes 2 fois centenaires, des échappées de vue admirables. Notre curieux avise alors une bonne vieille qui ramasse du bois mort dans la forêt, comme dans les contes de Perrault, et lui demande si c'est le château de la Belle au bois dormant et par où l'on entre. À quoi la bonne femme répond que c'est le château de Madame de Béthune, morte l'avant-veille et qu'on n'y entre pas. Mais notre homme est entêté. Le lendemain, il écrit à son notaire, homme jeune, actif, résolu, et 8 jours après, il est acheteur du tout, avant même que ses vendeurs se soient demandé sérieusement s'ils voulaient vendre. Oh, regarde, Victorien Sardou! Vous ne me connaissez pas vraiment, car je suis né il y a très longtemps. C'était en 1831. Mais si vous m'avez oublié, je n'en reste pas moins très présent à Marly. On a dit de moi que j'étais un des grands dramaturges du 19e siècle. Pourtant, j'ai commencé par être éconduit par tous les éditeurs parisiens. J'ai été refusé par tous les directeurs de théâtre. J'ai été sifflé à l'Odéon, cahoté au Palais Royal. J'ai été pauvre, j'ai pleuré, mais toujours j'ai gardé confiance. Ce n'est que bien plus tard, en 1862, j'avais alors 30 ans, que j'ai été accepté à la Comédie Française. Ce qui restera de mon œuvre, c'est très probablement Madame sans gêne, grâce à Madame Sarah Bernard. Et c'est ainsi que par un beau soir d'août 1863, je pris possession de ce petit coin de terre, dont la monographie est comme un petit résumé de toute l'histoire moderne depuis Louis XIV. Le château de Marly a été voulu par Louis XIV comme une résidence privée, comme une résidence beaucoup moins officielle que Versailles, où la vie de cour était très lourde et contraignante. Louis XIV voulait un ermitage, une sorte de désert, une caverne ombrageuse. De cette fantaisie naquit Marly, qui, commençait en ermitage, finit en palais. Ce pavillon royal est le bâtiment principal et le centre de la vie de cour du château de Marly à l'époque de Louis XIV. Louis XIV a mis en œuvre une pensée toute personnelle. Il a érigé une sorte de temple à sa propre gloire. Cette gloire qui va irradier toute l'Europe, le monde même. D'autres bâtiments à usage de résidence, 12 petits pavillons répartis dans le parc, symétriquement, de part et d'autre, des grandes terrasses qui descendaient du château vers l'abreuvoir. Ces 12 pavillons servaient à loger les courtisans qui accompagnaient le roi lors des séjours à Marly. Comment le roi a-t-il fait pour amener toute cette eau jusqu'au bassin? C'était en effet une des grandes préoccupations à l'époque, de pouvoir avoir une alimentation suffisante pour faire fonctionner toutes les fontaines. Et d'où venait toute cette eau? L'eau venait de la Seine et elle était captée dans la Seine grâce à une machine extrêmement compliquée et qui a été très célèbre depuis sa création à l'époque de Louis XIV jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, qui était baptisée bien sûr la machine de Marly.
Sur cette peinture de Pierre-Denis Martin qui représente Marly, on peut voir les deux groupes sculptés par Antoine Coisseveau, qui étaient les premiers chevaux de Marly placés au-dessus de l'Abreuvoir en 1702. Ensuite, quelques années après la mort de Louis XIV, en 1719, ils ont été déplacés et installés à Paris, à l'entrée du jardin des Tuileries, du côté de la place de la Concorde. Sous Louis XV, on a placé d'autres groupes sculptés au-dessus de l'Abreuvoir, qui avait été commandé à Guillaume Coustou. Et vous avez ici la réduction en bronze d'une de ces sculptures qui représente un cheval cabré retenu par un palefrenier, dont des répliques se trouvent aujourd'hui replacées à l'Abreuvoir. Il était chez moi. Quand et pourquoi le château de Marly a-t-il disparu? Le château de Marly a été vendu au moment de la Révolution et racheté par un personnage qui s'appelait Saniel, qui avait installé une filature, mais qui a très vite fait faillite et a été obligé de revendre son domaine. Personne n'ayant voulu le racheter, le domaine a été finalement attribué à un entrepreneur de démolition qui a tout fait tomber et récupéré tous les matériaux pour les revendre. Par un beau soleil, l'impression est tout autre. Mais rien n'incite moins à la mélancolie que cette verdure luxuriante qui s'efforce de parer aux débris. Ô grand roi, en voyant ce carré de pierre, ces débris de fondation, tout ce qui reste, je ne crois pas qu'il y ait au monde ruine plus ruinée que celle-là. C'est navrant. Quand j'étais tout petit garçon, j'ai vu la place de la Concorde sans ses fontaines et sans ses statues, sauf les chevaux de Marly. Ça me fait tout drôle de les revoir ici maintenant. C'est ici que Rachel, la grande tragédienne du théâtre français, avait sa maison. J'aimais bien Rachel, bien qu'elle ait refusé de jouer une de mes pièces, La Reine Ulfra, car elle trouvait la Suède trop froide et elle voulait que je lui écrive une pièce grecque. C'est chez moi, à Nice, qu'elle est venue mourir, beaucoup trop jeune. Le chenil, comme son nom l'indique, c'était l'endroit où vivaient les chiens de la meute royale. Du temps de Louis XIV, c'était surtout un parc splendide, avec des arbres des espèces les plus rares. Savez-vous que les premiers marronniers d'Inde ont été plantés ici? Depuis sa construction, il y a eu de nombreuses modifications au cours des siècles et je vois que ça continue. C'est l'hôtel Couvet, devenu la mairie. La maison est beaucoup plus ancienne qu'elle ne le paraît. Elle a été bâtie au XVIIIe siècle. J'y ai passé beaucoup de temps lorsque j'étais conseiller municipal. J'ai même fait fonction de maire
durant la guerre de 1870. J'ai marché tant de fois dans Marly que j'en connais chaque pavé, chaque maison, chaque mur. J'avais même été chargé par le conseil municipal de Marly de faire un rapport historique des rues. Quelques nobles, ceux qui n'ont pas l'honneur d'être invités au Marly, s'installent dans le village pour être plus près du soleil, en agrandissant ou en faisant construire des demeures cossues. Il en sera de même sous Louis XV et Louis XVI. C'est cette diversité harmonieuse qui fait le charme de Marly. Voyez l'hôtel de Toulouse. Ce fut une des plus belles propriétés de Marly. Elle date du début du XVIIIe siècle. Parmi ses propriétaires célèbres, le fils de Louis XIV et de Madame de Montespan, le comte de Toulouse. Les derniers propriétaires, une des grandes familles de Marly, dut hélas s'en séparer en 1975. Elle accueille aujourd'hui de jeunes handicapés. Que cette rue de village est charmante. Dans la première moitié du 19e siècle, une nouvelle catégorie d'habitants s'installe dans le village. Écrivains, peintres et riches bourgeois. Les maisons sont devenues des campagnes. On ne parle pas encore de résidence secondaire. Et la vie y est insouciante et calme. Le XXe siècle a eu beaucoup de mal à concilier confort, circulation, commerce. Tout en sachant que le présent n'est pas ennemi du passé, il a fallu réhabiliter, améliorer. À l'emplacement de l'ancienne propriété de Pierre Milon, secrétaire de Louis XIV, fut construite vers les années 1800 cette grande maison. Que de beaux souvenirs dans cette demeure. D'abord son nom, Val-Fleury, ce qui veut dire vallée de fleurs. Imaginez une maison qui a toujours été habitée par des gens de goût. Le propriétaire de cette maison, qui était M. Mélesville, un auteur dramatique qui, à l'époque, était... Mélesville était mon ami. Dans cette maison, je retrouvais Dumas fils, Alfred de Musset, Rossini, Lamartine, Victor Hugo. Il tenait ici un salon très célèbre qui regroupait beaucoup de personnages du monde littéraire, du monde politique, du monde militaire même, de tout ce 19e siècle et du début du 20e siècle. Après Mélesville, j'ai connu Willy Blumenthal, qui a encore embelli et agrandi la propriété. Chez lui, autour d'une des meilleures tables du tout Paris, nous retrouvions le maréchal Joffre, Paul Valéry, la comtesse Anna de Noailles, André Mauroy, Jean Cocteau. Tout ce beau monde ne faisait pas oublier à Willy Blumenthal le sort des plus défavorisés. Il a été un grand philanthrope et il a consacré une grande partie de sa fortune aux œuvres sociales et charitables. Aujourd'hui, la maison accueille l'Institut national de la jeunesse. Je vais rendre visite à mon ami Alexandre Dumas fils dans sa propriété de Chanflour. Ah, Alexandre, si tu voyais ta glycine. Salut, ami, cher maître, décidément le plus grand d'entre nous. Savez-vous que votre dame Camélia fait toujours pleurer? Que non seulement elle a été mise en musique sous le titre de la Traviata, mais que le cinéma ne cesse de s'en emparer. Dans le jardin, rosiers, orangers, citronnelles.
Dumas aimait s'y asseoir sur un banc, à l'abri d'un parasol. Dumas père, les mousquetaires. Bonté, talent, génie, comme votre taille, énorme. Savez-vous que c'est votre fils qui m'a fait entrer à l'Académie française? C'est presque comme autrefois. Il ne manque que le billard et le tableau représentant Balzac. Votre père avait fait de son Monte Cristo, non loin d'ici, une folie. Vous avez fait de Champfleur un havre d'ordre et de calme. Adieu, cher maître. Hélas, de cet immense parc, il ne reste plus rien. Au revoir, monsieur Sardou. La banque avait bien réussi à monsieur Weisweller. C'est lui qui avait fait construire cette grande maison en 1890, en remplacement d'une plus ancienne qui avait appartenu à Sieyès, grand commis de l'État sous Bonaparte. Elle abrite de nos jours un centre de rééducation pour aveugles récents. Et puis après l'installation de personnages célèbres dans ces grandes demeures, arrive le train qui est construit en 1884 à Marly. Et également, c'est l'époque où les peintres impressionnistes, attirés par le charme des paysages, par les bords de la Seine, viennent s'installer, comme par exemple Sisley, qui habite à Marly pendant quelques années et qui va faire beaucoup de peintures représentant le village de Marly. Après la Première Guerre mondiale, le village semble tomber en léthargie, seulement réveillé par les coups de feu des chasses présidentielles. Lorsque j'ai acheté l'hôtel Bloin en 1864, grâce au succès de ma pièce, La famille Benoîton, la maison était vide. J'y ai apporté une table, une chaise et un lit. À ma mort, il a fallu 3 jours de vente publique pour vendre toutes mes collections de faïences, porcelaines, bronzes, sculptures, meubles, tapisseries d'Aubusson, tableaux de maître, y compris mes fragonards et ma bibliothèque de plus de 80 000 volumes. C'est par cette grille d'honneur que mes amis pénétraient dans le parc. Ce sont les comédiens du théâtre français qui me l'ont offerte. Il y avait aussi 2 rangées de sphinx qui venaient de l'exposition universelle de 1857. On en aperçoit encore 1 ou 2. Et puis j'ai fait construire l'orangerie. Pour mes plantes, bien sûr, mais aussi pour y organiser des concerts. Tous mes amis sont venus ici. La princesse Mathilde, Jules Claretie, Wagner, Diaz, Offenbach, Alexandre Dumas fils, et Rachel, Maupassant, Puccini, Gounod, Saint-Saëns, et Lucien Guitry, et Sarah Bernard, et bien d'autres encore. L'homme qui se penche sur son passé ressemble à un vieillard dont l'avenir, sentier rétréci, côtoie le gouffre. Pour moi, Victorien Sardou, le passé est le passé. Mais pour Marly le roi, l'avenir est là, devant moi.
Cette construction ressemble à ma vie, prodigieuse par sa diversité, sa réflexion, sa force et sa volonté. Sur l'ancienne propriété des Délices, la construction du siège administratif de Drouot, confié à l'architecte André Contenay, commence en 1963 et s'étale sur 2 ans avec le souci de respecter la beauté du site naturel. La restauration récente du château du Verduron, ancienne maison de Victorien Sardou, offre un cadre prestigieux aux activités culturelles de l'entreprise. Cet ensemble original de bureaux très fonctionnels et d'une demeure historique réhabilitée constitue aujourd'hui l'implantation marlichoise d'AXA Assurance, premier groupe privé d'assurance.